Bonsoir. Je vais me présenter un tout petit peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'interviens souvent chez Théora, donc il y en a qui vont avoir marre de m'entendre à chaque fois. Donc pour ma part, je suis scientifique de formation, j'ai un cursus de 20 ans dans la recherche médicale et scientifique. Mais ce qui m'anime surtout, c'est que depuis très longtemps, depuis que je suis adolescente, je suis passionnée par les vaccins complémentaires et surtout par le monde de l'énergie. Et donc j'ai appris énormément de pratiques, comme disait Pascal. J'ai appris donc la kinésiologie qui est ma base, l'homéopathie, l'hypnose, la biothérapie, la bioénergie, la lithothérapie, etc. Et je n'ai de cesse que de me cultiver dans le domaine et d'apprendre des pratiques, parce que chaque méthode nous amène quelque chose. Donc il y a quelques mois, Pascal m'a sollicité pour faire partie du groupe Abélia qui regroupe un ensemble de thérapeutes avec des pratiques différentes et complémentaires entre elles, mais complémentaires aussi de la médecine conventionnelle et traditionnelle, et c'est ce qu'il faut garder en mémoire. On travaille tous les uns avec les autres. Notre difficulté aujourd'hui en tant que praticien de médecine complémentaire, c'est de trouver notre place, et c'est de trouver justement cette interaction avec la médecine conventionnelle. Et c'est ce à quoi j'œuvre, et c'est pourquoi aussi j'ai écrit ce livre, où j'essaie de faire le lien entre la science bien rationnelle et ce monde de médecine complémentaire qui est basé sur l'énergie, parce que l'énergie, eh bien, il y a quand même des scientifiques qui s'y intéressent, essentiellement les physiciens, et tout ce que nous apprennent les physiciens sont transposables dans le microcosme qui est notre corps humain. Donc voilà, c'est cette complémentarité qu'on essaie de mettre en place et de défendre et de trouver une place à tout ça. Donc, j'ai hérité du premier sujet qui s'appelle la liberté d'être soi dans son cerveau. Donc, c'est une grande première, j'ai jamais fait cette conférence, donc je me suis creusé un peu la tête. C'est la première, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est pas toujours évident, la liberté d'être soi. Alors, je me suis dit, bon, comment je vais aborder le sujet? Donc, habituellement, je me suis dit, bon, je vais prendre chacun de mots, puis je vais aller regarder un petit peu quelle est la définition philosophique de ça. Donc d'abord, la liberté. La liberté, c'est un très vaste sujet philosophique, métaphysique. J'ai été lire un petit peu ce qu'avaient écrit nos écrivains français sur le sujet. Mais bon, c'est tellement vaste que je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là. Je vais juste me contenter d'une définition très simple, qui est la volonté d'agir, la capacité à déterminer ses propres choix. La volonté, c'est toute l'énergie que l'on va dépenser pour être libre, pour s'exprimer, pour montrer qui on est. Et c'est tout ça l'enjeu de la liberté d'être soi. Alors être et soi, c'est la même chose. Soi, c'est être, et être, c'est être soi. C'est exactement les mêmes mots. Donc c'est vraiment l'expression de qui nous sommes au plus profond de nous. Alors, quand on regarde la définition de la liberté, on a des définitions négatives, c'est-à-dire l'absence de soumission, l'absence de contrainte, l'absence d'emprisonnement, c'est toujours une absence de. Et la version négative, c'est bien, tout ce que je vais mettre en œuvre pour pouvoir exprimer pleinement et oser montrer qui je suis, mes valeurs, et vraiment pourquoi je me suis incarnée ici, qu'est-ce que je dois amener et oser montrer qui on est. Donc être soi, c'est être en accord avec soi. C'est d'abord apprendre à se connaître, savoir qui on est et quelles sont nos valeurs, quels sont nos potentiels, et c'est surtout arriver à les mettre en œuvre. Alors évidemment, vous allez voir, il y a un certain nombre d'obstacles à tout ça. Et le soi, ça relève vraiment d'un principe d'existentialité. C'est l'existence de l'être humain, le soi. Alors c'est aussi décrit en psychologie ou en philosophie, le soi, le moi, le surmoi, etc. Je ne rentrerai pas dans ce détail. En tout cas, pour moi, la liberté d'être soi telle que je l'envisage, la liberté, c'est notre liberté intérieure. C'est-à-dire que je crois que le personnage auquel je pense, qui m'est venu en tout cas quand j'ai réfléchi sur le sujet, c'était Nelson Mandela, qui a, bien qu'il est resté enfermé toute sa vie, il a, je pense, vécu cette liberté intérieure qui lui a permis de réfléchir, de penser, etc. Alors, est-on libre ou n'est-on pas libre? Alors, je ne suis pas libre lorsque j'attends anxieusement d'être aimée. Je renonce à m'exprimer par peur du ridicule. Je bégaye par manque d'assurance.
Je manipule moi-même et les autres. Je me cache. Je croule sous la critique. Je me haïs, je me rejette. J'ai besoin qu'on m'approuve, mais je n'ose pas le demander. Je cherche à capter l'attention en faisant mine de rien. Je considère mon besoin affectif comme infantile et je m'excuse de ne pas aimer ou de ne pas ressentir. Toutes les interdictions que l'on se met à soi-même ou que l'on se met par rapport à l'environnement dans lequel on évolue, c'est tout le contraire de la liberté d'être soi. Et alors évidemment, à l'inverse, quand est-ce que je suis libre? Je suis libre quand je suis capable d'exprimer les sentiments, avoir osé dire ce que l'on pense, oser dire ce que l'on est. C'est oser, même si on est ridicule. C'est se montrer, même si je ne suis pas sûre de moi. C'est être capable de demander que l'on s'occupe de moi. Être capable d'avouer mes faiblesses, d'avouer mes inconforts. Et de supporter facilement la critique, de prendre des risques. Et d'être prêt à avouer son amour, même si lorsque les autres, on n'est pas sûr des sentiments des autres. Donc vous voyez bien que dans la société dans laquelle on vit, dans la façon dont on est élevé, dès qu'on arrive, la liberté, elle est déjà, comment on va dire, contenue, maintenue, parce que on rentre dans un système d'éducation familiale, éducation à l'école, on est soumis à des influences culturelles, et tout ça fait que petit à petit, eh bien, cette liberté, parce que le bébé, quand il arrive, lui, il arrive dans un bel univers tout nouveau, tout beau, mais petit à petit, au fur et à mesure qu'il va grandir, il va se acquérir de différentes informations qui, petit à petit, vont le brider et le conditionner. C'est ce que j'appellerais la fausse liberté. La fausse liberté, c'est l'acceptation inconditionnelle des autres et des situations. La fausse liberté, c'est toujours dire oui aux autres. Et jamais se poser la question de savoir si ça nous correspond. C'est de toujours dire amen. On vous propose quelque chose, vous dites toujours oui. Alors qu'au fond de vous, si vous vous écoutez vraiment, peut-être que ce jour-là, vous n'aviez pas envie de le faire. Et accepter de dire non, c'est se respecter et se porter de l'estime. Donc, dès que vous refusez de vous écouter intérieurement et que vous êtes toujours là pour faire plaisir à l'autre, à votre détriment, déjà vous perdez votre liberté d'être et d'exister. Parce que vous n'existez plus pour vous, vous existez d'abord pour les autres. Or, exister et être soi, c'est d'abord s'occuper de soi avant de pouvoir s'occuper des autres. La fausse liberté, c'est rester en permanence dans sa zone de confort. C'est-à-dire, dès qu'on est dans notre petit quotidien, on contrôle tout, on maîtrise tout, tout va bien, et surtout, dès qu'on commence à avoir des choses qui perturbent notre quotidien ou des événements de vie qui nous poussent hors de nos limites ou qui nous invitent à vivre d'autres expériences, on est fluide, non, non, surtout pas, je ne sais pas, c'est de l'inconnu, je refuse de sortir de ma zone de confort. Et pourtant, sortir de sa zone de confort, c'est faire de nouvelles expériences et c'est apprendre à se connaître. Alors, depuis que l'on est né, comme je disais tout à l'heure, on est dans une famille, donc on a une éducation familiale, on reçoit un certain nombre d'informations, on vit un certain nombre d'événements, donc on a des pensées, on a des émotions, on a des réactions ou des réponses. Et puis on va à l'école, donc on reçoit un certain nombre de savoirs qui nous est dicté par le corps enseignant. Et puis on a des règles de vie qui sont dictées par la famille, par les corps enseignants, mais aussi par le pays dans lequel on vit. Et tout ça, ce sont des informations que l'on prend pour argent comptant, qui nous construisent et que l'on rend dans notre banque de données. Parce que notre corps, physique, émotionnel, mental, énergétique, ce n'est que de l'information. Donc depuis, à partir du moment où on arrive sur le planète, on est confronté en permanence à de l'information et on capte en permanence de l'information. Et tout ce que l'on vit s'inscrit à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'au départ, dans votre banque de données, ce n'est pas vous qui choisissez l'information que vous rentrez dans votre banque de données, dans votre corps physique, émotionnel, mental. Mais c'est tout l'environnement dans lequel vous êtes arrivé, dans lequel vous avez grandi, et l'environnement dans lequel vous évoluez ensuite en tant qu'adulte. Sans compter les médias, sans compter les médias au sens large, sans compter les influences musicales. Tout ça, c'est de l'information que l'on reçoit à différents niveaux.
Et aujourd'hui, on est dans une société d'information, vous le voyez, on est submergé d'informations, et on capte, tout est enregistré, mais tout ne nous convient pas. Et donc, acquérir la liberté, c'est aussi d'apprendre à faire le tri des informations qui sont bonnes pour nous, qui ne sont pas bonnes pour nous. C'est acquérir ce discernement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on fonctionne en pilote automatique. Quand on avance dans la vie et qu'on ne se pose aucune question, eh bien on avance comme un zombie, comme un automate, en fonction de ce que l'on a rentré dans notre banque de données. Des informations que l'on a acceptées, des événements que l'on a vécus. Et donc ça crée notre banque de données et c'est elle qui nous pilote. Donc on n'est pas libre du tout. On croit l'être, mais en fait, tout ce que l'on vit ou tout ce que l'on fait, c'est par rapport à notre référentiel interne, c'est toutes les informations que l'on a mis à l'intérieur de nous. Donc, évidemment, les croyances familiales, les injonctions que l'on reçoit quand on est petit, alors les croyances familiales, l'argent c'est pas le bonheur, les injonctions, c'est de toute façon, tu es timide. Donc l'enfant il va apprendre le manteau du timide, il va se comporter comme un timide, alors qu'au départ il n'était pas timide, mais sa maman a tellement répété dans tous ses copains et copines qu'elle était timide, elle se dit ah bon je suis timide, ah bon ben ok je suis timide. Donc c'est tout ce que vous intégrez mais que vous avez accepté, pas forcément avec du discernement. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Donc quand je dis banque de données, pour moi notre banque de données c'est tout notre corps. Notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps mental. Bon, je vous parlerai de notre corps mental avec le cerveau. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Depuis qu'on est jeune, avec toutes les informations que l'on rentre, mais c'est surtout toutes les influences extérieures auxquelles nous sommes soumis, et en particulier dans cette civilisation, on a développé plutôt des autoroutes de pensée négatives. Je vous donne un exemple. Pendant des années, le matin, je me réveillais avec mon radio-réveil branché sur une radio qui me donnait les nouvelles du jour. Oh grand Dieu, quelle erreur! Je n'avais pas encore levé la tête de l'oreiller, que je n'avais que des informations négatives qui m'arrivaient de bon matin. Et avant même que j'ai levé le pied, j'emmagasinais des informations négatives, donc énergétiquement, je peux recommencer ma journée, j'étais prête. Donc on est conditionné dans cette civilisation, dans cette culture, avec des choses négatives qui nous impactent fortement et qui nous freinent, qui nous alourdissent et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Parce que dites-vous bien que lorsque vous avez une pensée négative, une pensée c'est de l'énergie. Une pensée négative c'est une énergie lourde, c'est-à-dire que les atomes qui constituent cette pensée énergétique, eh ben, ils vont se mouvoir dans l'espace, mais à vitesse très lente. Et donc, ça veut dire que vous-même, vous allez démarrer votre journée, vous allez avancer péniblement. Alors que si vous démarrez avec des pensées négatives, une énergie négative, c'est quelque chose qui est dynamique, et les atomes sont en plein mouvement, et donc vous êtes dynamisé, ça vous donne de l'énergie. Donc avec ce ramassis de pensées négatives, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez développé des circuits neuronaux de pensées négatives. Qui dit pensée négative, dit parole négative, dit action négative. Donc on est conditionné, mais dans notre tête on a développé des circuits neuronaux, j'appelle ça des autoroutes neuronales de pensée négative qui nous régissent aujourd'hui. Et quand on arrive à l'âge adulte et qu'on commence à prendre conscience de tout ça, il faut commencer à inverser la machine. C'est-à-dire à être attentif à ses pensées pour développer, et pas des départementales de pensée positive, mais des autoroutes de pensée positive au détriment des départementales de pensée négative. Et ça c'est possible aujourd'hui parce que les scientifiques se sont aperçus que ces neurones, ces réseaux neuronaux, vous avez entendu parler de la neuroplasticité, la plasticité neuronale. C'est-à-dire que ces neurones ont la capacité à se réorganiser. En 1900, quand Ramon y Caral, qui est un scientifique qui a identifié les premiers neurones, il avait mis en place le postulat, c'est que les neurones sont les seules cellules de l'organisme qui ne se divisent pas. Elles meurent, elles ne sont pas remplacées. Donc il avait figé le schéma, et donc c'était inéluctable. Aujourd'hui, avec la découverte de la science, on sait que les neurones, comme les autres cellules, sont capables de se diviser, de se régénérer, mais surtout,
l'avantage parabolique de se réorganiser. Et comme ces neurones, ce sont des vecteurs d'information, eh bien, nous avons la capacité de pouvoir réorganiser nos neurones et donc de cultiver une pensée plus positive va nous amener une transformation de la matière. Ça nous amène à quoi? C'est un courant qui arrive des États-Unis, à savoir que la puissance de la pensée, les pensées c'est une vibration, c'est de l'énergie. Donc ce dont on s'aperçoit ces dernières années, c'est que la pensée positive, avec intensité et focalisation, va permettre de réorganiser la matière. Donc c'est pas rien comme affirmation. Mais ça veut dire que petit à petit, l'homme est en train de s'apercevoir que rien n'est figé, mais qu'il a un pouvoir sur lui-même extrêmement important. Et que par sa façon de penser, sa façon de parler, les actions qu'il va poser, il va pouvoir transformer sa propre matière. Et donc de réorganiser son cerveau. Et donc de penser différemment. De parler différemment et d'agir différemment. Alors, de ce fait, quel est le chemin de la liberté? La liberté, c'est la liberté intérieure. Et la façon de trouver cette liberté intérieure, le premier pas à mener, c'est d'approfondir la connaissance. On est piloté. À partir du moment où vous commencez à prendre conscience de qui vous êtes, vous allez peut-être porter un autre regard sur vous-même et surtout être plus à l'écoute de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, de ce que vous dites et des actions que vous posez. Mais tout commence par le cerveau, par la pensée. L'autre chose, ce serait de reconnaître et d'accepter inconditionnellement qui on est avec nos qualités et nos défauts. Et qu'en tant qu'être humain, on a tous une place ici, on a tous quelque chose à y faire, on n'est pas arrivé par hasard, on a tous notre place, et c'est oser être soi, oser montrer qui on est, oser exprimer nos pensées, oser poser des actions dans la matière. Je vais vous donner un exemple qui est le mien. Quand j'étais scientifique, eh bien, c'est pas toujours facile quand j'ai fait de la science de pouvoir exprimer aux autres que je m'intéressais à tout ce monde de l'invisible avec ces médecines complémentaires. Imaginez-vous, il y a 20 ans, c'était pas. Et puis un jour, j'étais tellement tiraillée entre ces deux mondes que j'ai fait le choix conscient d'arrêter la science pour me diriger vers ce que j'aimais, ce qui m'animait au plus profond de moi. Donc j'ai pris conscience de ça et j'ai osé m'affirmer et m'afficher. C'est pas encore fini le chemin, je vous le dis, mais au moins j'ai pris conscience que ce qui était plus fort à l'intérieur de moi qui m'animait, c'était de vibrer cette énergie, de pouvoir en parler et de faire le lien avec la science, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais c'est pas forcément évident. Mais le fait d'oser, ça me permet d'être en accord avec moi et ça permet d'exprimer qui je suis vraiment. Que ça plaise ou que ça plaise pas, mon chemin c'est celui-là. Donc du coup ça nous amène à plusieurs choses. C'est la connaissance de soi, c'est arriver à modifier, d'abord prendre conscience de ces schémas erronés, psychologiques, de tout ce que l'on a mis en place depuis qu'on est jeune, et donc modifier ces schémas de pensée, d'être et d'agir, se libérer des croyances, et puis prendre conscience de la distinction qu'il y a avec le mental et notre conscience. Si vous vous apercevez toute la journée, vous êtes en train de penser. Vous avez, je ne sais pas combien l'homme a de pensées à la minute, mais c'est assez impressionnant. Et ces pensées, vous ne les maîtrisez pas forcément. Elles s'enchaînent l'une à l'autre d'un fil et vous partez d'un pull bleu, 30 secondes après, vous êtes sur en haut d'un palmier, et ça s'est enchaîné, vous ne connaissez même pas l'enchaînement qui s'est passé. C'est ce que les singes, c'est ce que les Chinois appellent le singe. La maîtrise du mental, c'est maîtriser le singe. Parce que le mental, il prend tout l'espace dans votre tête. Et c'est une entité autonome. Notre principal exercice, c'est d'apprendre à maîtriser ce singe, donc apprendre à maîtriser le mental pour en prendre le dessus, pour pouvoir le mettre de côté, pour pouvoir libérer de l'espace et avoir vos propres pensées. Pas des pensées qui sont dictées par ce qui vous entoure, dictées par ce que vous avez appris depuis que vous êtes arrivé. Donc c'est mettre le mental d'un côté pour pouvoir laisser s'exprimer votre conscience et qui vous êtes, vos vraies pensées. Donc ça c'est tout un cheminement qui nécessite un entraînement comme les sportifs de haut niveau, c'est tous les jours, à la moindre seconde, c'est qu'est-ce que je suis en train de penser.
Est-ce que la pensée est positive? Et dès que vous identifiez, parce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de vivre, de penser, de ressentir, et des actions que vous posez, de pouvoir les transformer aussitôt. Je vous donne un autre exemple. L'autre jour, j'étais dans mon jardin, je marche sur le râteau, je le prends en pleine figure et je tombe. Et tout d'un coup, je me dis, à quoi étais-tu en train de penser? J'avoue, j'étais dans une pensée bien négative, j'étais très en colère après quelqu'un et j'étais en train de ruminer dans ma tête et du coup je ne faisais pas attention à ce que je faisais et la vie m'a ramené à moi-même. Donc, faire attention à ces pensées, c'est à chaque seconde. Et à chaque seconde que vous avez une pensée négative les Américains disent pop-up dans votre tête, à vous de l'identifier immédiatement pour la transformer, pour que petit à petit, vous arriviez à transformer ces circuits neuronaux de pensée négative en pensée positive. Et le mental, le cerveau, ces pensées positives vont alimenter toute votre physiologie au niveau émotionnel, au niveau physiologique, et ça va travailler sur votre taux vibratoire, sur votre taux énergétique, qui fait que vous allez vous sentir bien en permanence. Il faut voir que tout ce qui est positif, que ce soit au niveau psychologique, de la pensée, au niveau émotionnel, ça nourrit votre corps avec une énergie où les atomes, comme je disais tout à l'heure, sont toujours en mouvement. Ça vous donne, voilà, vous avez l'énergie pour, c'est le mouvement. Tout ce qui est négatif, ça vous alourdit, ça vous cristallise sur place. Et il faut remettre du mouvement dans tout ça. Et enfin, l'alignement, qu'est-ce que c'est? L'alignement, c'est être en accord avec ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Et ça, c'est encore une autre histoire. Parce que tout ce temps qu'on est, on pense quelque chose, pour ne pas blesser la personne, on lui dit légèrement autre chose, et puis on fait encore légèrement autre chose dans la matière. Donc vous voyez petit à petit le schéma dévie, et on n'est pas tout à fait aligné. Donc l'idée, c'est d'être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et du coup, vous êtes en accord avec vous-même, et vous osez vraiment être qui vous êtes. Et du coup, ça simplifie pas mal de choses. Parce que du coup, vous êtes bien avec vous-même. Et quand vous êtes bien avec vous-même, c'est ce que vous allez rayonner et attirer à vous-même. Donc, quelques pistes pour retrouver la liberté, cette liberté intérieure. Ben, c'est arriver à... D'abord, c'est être conscient de soi, être conscient de vos pensées, de vos émotions, de vos ressentis. Et c'est faire ses propres choix, pas les choix qui sont dictés par votre entourage pour faire plaisir à, c'est vous. Est-ce que vous, ça vous convient? Si vous êtes en accord avec vous, ça vous fait vibrer, c'est ça qui compte. Et ce n'est pas les choix des autres. Et surtout les assumer. C'est-à-dire que vous avez fait ce choix-là, ben très bien, c'est le vôtre. Et vous avez le droit de faire ce choix-là, et vous avez le droit de décider ce dont vous voulez faire. C'est reconnaître ses besoins. C'est pas toujours évident. C'est reconnaître ses émotions, c'est pas toujours facile non plus, parce que suivant nos événements de vie, on a plutôt tendance à se couper de nos émotions, et donc du fait à ne plus reconnaître ou vouloir assouvir nos besoins. Et c'est de prendre le risque de s'exprimer tel que l'on est, d'afficher ses valeurs, et de se prendre en charge, c'est-à-dire que qui vous connaît mieux que vous-même? Qui va être plus à même de s'occuper de vous et de savoir qu'est-ce qui vous correspond le mieux, à part vous-même. Bien sûr, les autres sont là pour nous soutenir, nous accompagner, mais au final, qui est-ce que vous écoutez? Vous. Parce que personne ne sait mieux que vous ce dont vous avez besoin et ce que vous ressentez et qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour avancer dans la vie. Donc j'existe et j'ai le droit d'exister, je ressens et j'ai le droit de ressentir, j'ai tel besoin et j'ai le droit de l'avoir. Donc je suis la seule personne qui puisse m'octroyer ces droits et décider d'exister. Si ce n'est pas vous qui le décidez et qui prenez les choses en main, qui va le faire à votre place? Et si c'est quelqu'un d'autre qui décide pour vous, c'est pas vous qui exprimez. Vous allez exprimer la personne, ce que la personne attend de vous. C'est pas vous. Donc, oser être soi, c'est se donner du temps pour apprendre à se connaître, pour explorer son intérieur et développer vraiment qui on est.
à travers les expériences de vie. Alors il y a les expériences de vie telles que la vie nous les propose pour pouvoir grandir, mais c'est aussi expérimenter plein de choses comme danser, chanter, peindre. C'est faire plein de choses d'autres dans la vie, pas seulement. On n'apprend pas uniquement parce qu'on a toujours ça en tête, que l'apprentissage de la connaissance de soi se fait toujours à travers des expériences difficiles, mais c'est aussi expérimenter des choses nouvelles, faire tester partir en voyage dans des pays que l'on ne connaît pas, c'est tester de nouvelles activités, c'est apprendre à vous découvrir à travers des activités ou des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, et donc sortir de votre zone de confort. Je vous remercie de votre écoute. Le sujet n'est pas facile, mais vous avez des questions ou des partages? Qui sont en dépression, vous parlez de pensées négatives, positives, qui sont très fermées. Comment ils peuvent sortir de ces pensées négatives? Est-ce que ça vient d'eux? On peut pas faire pour eux? C'est une bonne question. On comprend pourquoi ils sont fatigués maintenant, ces gens-là. Ils sont épuisés, ce que vous disiez, acculés de pensées négatives, ça les épuise complètement. L'énergie ne circule plus. Donc ils se cristallisent sur place. Donc, par expérience dans mon entourage, c'est les sortir de leur quotidien. On les amener à faire autre chose de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Quelque chose de tout bête. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est enfermé chez lui, qui est dépressif, vous allez lui demander, vous êtes en panne de voiture, vous allez lui demander de vous accompagner à 2 heures de route d'ici parce que pour vous, et de vous ramener pour la journée, vous allez le sortir de son environnement quotidien, vous allez lui faire découvrir autre chose. Et rien que ça peut les interpeller, les sortir de la bassine dans laquelle ils sont tombés. Mais après, il y a tout un travail intérieur, bien évidemment, parce que les pensées négatives, les transformer en pensées positives, c'est se reprogrammer neuronalement, et ça demande un entraînement permanent. Il doit y avoir des techniques aussi d'accompagnement ou d'auto-traitement pour justement favoriser ces transformations physiques. Alors, ce à quoi je pense, c'est de se nourrir d'informations positives. Donc avec des lectures qui nourrissent notre âme, regarder des films qui nourrissent notre âme, écouter de la musique qui nous stimule, faire des activités qui nous stimulent, fréquenter des gens stimulants. Voilà, c'est tout ce qui va être positif pour nous. Et tout ce qui est négatif, volontairement le mettre de côté. Et puis après, évidemment, les meilleures des pratiques, c'est la méditation, c'est la pratique du souffle, c'est tout ça. Mais c'est de nous nourrir d'énergie qui nous dynamise. Et volontairement, consciemment, éliminer toute information négative qui nous nuit. Donc il faut qu'on soit sélectif, parce qu'en fait, on vit dans un champ d'information, et nous sommes nous-mêmes un champ d'information. Et suivant le type d'information qu'on va rentrer, on va être plus ou moins bien. Donc l'idée, c'est de faire entrer des informations positives qui vont nourrir notre âme, qui va nous permettre de cheminer. Cultiver le positif dans tous les sens du terme. Je lis des choses qui me nourrissent. Je regarde des films qui me nourrissent. Si les films d'horreur ne me nourrissent pas, je ne les regarde pas. Pas au début. Si c'est pour un apprentissage quelconque, pourquoi pas, mais il faut que ce soit vraiment des choses qui nous nourrissent. Et arrêter d'absorber l'information telle que nous le proposons, avoir du discernement sur tout ce qui nous entoure. Parce qu'aujourd'hui, c'est le monde de l'information. Et on en capte toute la journée, parce que tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, on absorbe. Nous sommes de véritables bio-ordinateurs géants. Et tout s'inscrit. À nous de faire le tri. J'en veux pas. Je le rentre, je le prends pas. Savoir la vérité. La vérité, c'est la nôtre. C'est vrai que quand on reçoit des informations, on ne sait pas toujours si c'est négatif. Branchez-vous sur nous, est-ce que ça vous parle? Aussi d'avoir un livre arbitre. C'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est l'information. Est-ce qu'elle vous correspond pas? Est-ce qu'elle vous fait vibrer?
Elle vous fera peut-être vibrer à vous, mais pas à moi, mais si elle est juste pour vous, c'est très bien. On a toujours tendance à chercher un appui à l'extérieur, à demander l'avis à quelqu'un qui, soi-disant, sait mieux que nous. Mais personne ne sait mieux que vous ce qui vous va bien et ce qui vous convient. Qu'est-ce que ça y a à nourrir à l'intérieur? C'est ça. Et comme nous sommes tous différents, on va tous avoir des besoins et différents. Mais il n'y a personne que vous qui sait mieux que vous. Qu'est-ce qu'il vous veut. Il faut oser le reconnaître. Et pour moi, la liberté d'être soi, c'est une liberté intérieure. C'est de travailler avec soi-même pour se libérer de nos schémas familiaux, de nos schémas de conditionnement par la société, par les médias, etc. Et se poser la question, mais si on ne veut pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Et on a le droit d'être d'accord. C'est ça pour moi, retrouver sa liberté intérieure au niveau mental. À moins que quelqu'un d'autre ait une autre définition nous soumette. Je la veux bien. Ça, c'est ma réflexion. Je dirais, pour rebondir ce que c'est madame, c'est déjà il y a la décision. Déjà, parce que tant que vous allez vous dire ben, comment je fais, comment vous êtes dans le doute, quand vous allez créer, effectivement, votre pensée, vous allez entretenir, vous allez créer votre réalité. Donc c'est déjà vous prenez la décision, vous interpellez un petit peu là-haut, et à partir de là, vous changez déjà les choses. Comment vous transformez, quand vous dites vous avez reçu on va dire le râteau, ça va, enfin, quelqu'un qui subit la mort, la maladie, comment transformer la pensée, comment la transformer Après, on ne va pas se la mettre. mort, c'est un processus. Le deuil, il y a 8 étapes d'acceptation du deuil. C'est un cheminement qui prend des mois. Donc pas transformer. Donc ça, c'est l'acceptation. C'est La maladie, tout ça, c'est... Alors, la maladie, c'est l'acceptation, mais c'est une expérience. C'est parce que si on tombe malade, c'est qu'on a quelque chose à comprendre. Il y a un message. C'est une expérience de vie et on a un message à comprendre pour faire évoluer notre être. Oui, c'est dur à entendre, mais et à la fois, c'est ma vision des choses. Je dis pas que On est là pour justement pour la découvrir. je ne dis pas que j'ai la vérité. C'est ma définition, c'est que la maladie, oui, c'est une expérience. Mais je pense que si on est malade, c'est qu'il y a eu plein de signes avant-coureurs que l'on n'a pas entendus. Il y a des raisons. Et c'est qu'avant de tomber malade, il y a eu des signes avant-coureurs dont la personne n'a pas tenu compte. Et donc, puisqu'on n'a pas voulu entendre déjà ni faire quelque chose, donc l'univers se dit, ok, ben on va la rendre visible dans le corps physique. Est-ce que maintenant, tu vois la maladie? Donc, oui, c'est dur ce que je vous dis, mais on a des signes avant-coureurs où il faut transformer les choses. Et si on n'en tient pas compte, on se dit, bon, ça va passer, et puis on verra demain, au bout d'un moment, ça n'aura pas, et bon, maintenant c'est là, est-ce que tu le vois? Et malgré tout, il y a des gens qui ont des problèmes physiques, et qui disent, non, mais moi, qui sont bornés dans leur façon de voir. Oui, sauf la Mais après, c'est ma vision des choses. Sauf la maladie psychiatrique, peut-être. Alors ça, oui, ça, j'avoue, c'est autre chose. Et il n'y a pas forcément des signes. Oui, ça, je suis d'accord. Je parle... Ouais, au moins, c'est plus explicite pour des maladies physiques. Après, les pathologies psychiatriques, je ne sais pas. J'en ai l'expérience, c'est pour ça. Et très grave, donc je suis une preuve vivante, mais il n'y a pas eu de signe avant-coureur. J'ai une expérience qui a fait mal à la vôtre. Moi, c'était lié à la grossesse. Aux grossesses. Après, avec le recul, je pense que cette expérience-là, aussi douloureuse qu'elle a été, vous a apporté quelque chose. Ah, complètement. Voilà. Donc ça vous a permis, d'un point de vue de l'âme, de grandir et de comprendre des choses. Et c'est douloureux, je ne remets pas en cause, comme je disais à Marie, il y a la douleur, la difficulté. Quand ça vous arrive là, vous ne faites pas ça à 50 ans. Et quand vous faites ça à 23 ans, vous n'avez pas l'expérience de la vie. Je ne minimise pas les difficultés que l'on peut rencontrer lorsqu'on est malade, que ce soit dans le but physique ou psychologique. Je dis juste, vous me demandez mon avis,
je sais que c'est dur à entendre, mais c'est une expérience de vie pour que l'âme apprenne quelque chose. Et on apprend à des vitesses plus ou moins faciles, parce que apprendre, c'est accepter le changement. Et notre capacité à accepter le changement n'est pas facile pour tout le monde. On accepte plus ou moins facilement le changement, parce qu'on a du mal à sortir de nos zones de confort. Par rapport à l'éducation, par rapport pourquoi on a tant de mal à sortir des zones de confort? Parce qu'ils sont confortables, justement. Par rapport aux croyances, par rapport à... Elles sont confortables. Et puis l'éducation aussi, la famille, la société. On est formaté depuis qu'on est petit. Et donc, à partir du moment, le jour où on devient conscient, et c'est là où il faut réviser un peu tout ce qu'on a appris, tout comment on a été éduqué, tout ce qu'on a vécu, pour revoir un peu la banque de données, faire le nettoyage et y rentrer des informations qui nous correspondent davantage. Et donc c'est un cheminement, et ça peut être un long cheminement de toute une vie. C'est ce que vous disiez de mon côté, en fait, vous avez déjà un programme, c'est comme si vous êtes une voiture avec le GPS, le matin vous mettez votre GPS, et à un moment où vous décidez de changer de route, le GPS il va vous dire reprends ton ancien chemin, reprends. Et si vous coupez le GPS, vous revenez sur votre ancien route. Si vous voulez changer, il faut insister jusqu'à ce que le GPS déprogramme votre route. C'est le pilotage automatique dû à la programmation. Et quand on devient conscient, c'est arriver à se déprogrammer et à sortir de ces schémas et de ces programmes. Parce qu'on a nos programmes personnels, on a nos programmes familiaux, on a nos programmes sociétaux. Donc il faut arriver à déprogrammer tout ça pour s'élever et rentrer le programme, le nôtre. Parce que depuis le début, on met plein de programmes. Et du coup, la liberté d'être soi, notre liberté intérieure, elle est drôlement restreinte. Donc à partir du moment où on prend conscience de tous ces schémas, déjà en prendre conscience, c'est super. Et de pouvoir en prendre conscience, c'est de pouvoir apprendre à s'en sortir, à se déprogrammer. Vous avez peut-être pas, ça c'est un autre débat, mais vous avez peut-être pas entendu parler de la matrice de Greg Braden. La matrice Le champ morphique. Du champ quantique. Et en fait, on est pris dans un système, et jusqu'à ce qu'on se réveille de l'intérieur et qu'on se dise ok, ça, je ne fais pas partie de ce programme-là. Et je m'extirpe de ce programme. Mais ça veut dire que vis-à-vis de la société dans laquelle on vit, c'est compliqué. C'est compliqué. On ne vit pas comme les autres. On est obligé de changer plein de choses. Ne serait-ce que manger bio. On est combien à manger bio pour pas d'attention à boire de l'eau correcte et pas de l'eau du robinet. C'est tout un changement sur différents plans qui fait qu'on est un peu en marge aujourd'hui, parce que peut-être que dans 100 ans ce sera la normalité, mais en tout cas aujourd'hui on est amené à être un peu en marge. Et penser ce qu'on est en train de penser, on est déjà en marge. Mais c'est aussi l'évolution. Et bon, ce n'est que mon opinion. D'autres partages? Donc, je veux juste savoir comment on sait quand on est arrivé. On n'est jamais arrivé. On est toujours sur le chemin. On peut par moments sentir, on a l'impression qu'on est sur la bonne route, que voilà, on a pensé, vivre. Et puis après. Je pense que ça nous rattrape et qu'on est toujours en train d'apprendre. Oui. Et que c'est la vie. C'est toute la vie, elle est comme ça. Oui, bien sûr. On est toujours sur le chemin. On n'est jamais arrivé. Et il y a des petits moments, des paliers, surtout quand on se repose un peu, et puis de nouveau, et petit à petit, on monte l'escalier. La joie, c'est un marqueur aussi. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Florence. Bon, merci à vous. Un petit rappel pour la suite du programme des conférences du premier jeudi du mois. Le mois prochain, le 5 mars, Thierry Hadda nous parlera de la liberté d'être soi en tant que philosophe.
C'est un philosophe assez intéressant qui, c'est un peu prétentieux de le comparer à Frédéric Lenoir et à j'oublie son nom. Courpel ou quelque chose comme ça. Non, mais enfin, c'est pas grave, mais c'est un philosophe qui s'intéresse à toutes les philosophies, et qui médite, et qui s'intéresse aux philosophies orientales, etc. Donc, c'est un regard bien intéressant et bien complet aussi du point de vue d'un philosophe. Qu'est-ce que c'est la liberté d'être soi? La fois d'après, ce sera Valérie Bernago, qui en l'occurrence dans la vie de tous les jours est ma femme, qui est thérapeute familiale, systémique et couple, et individuelle aussi, mais elle nous parlera de la liberté d'être soi en couple. Qu'est-ce que c'est la liberté d'être soi à deux, ou plus? Elle parlera sans doute un peu de la famille aussi. La fois d'après, puis je vais m'arrêter, mais si vous voulez, je crois que j'ai les mails de presque tout le monde. Si je ne les ai pas et si vous voulez me les donner, je vous enverrai les infos au fur et à mesure. La fois d'après interviendra Bernard Clavière, qui est un type passionnant, qui parle de la liberté d'être soi dans l'alimentation. Il a écrit notamment un bouquin qui s'appelle « Et si on arrêtait de manger de temps en temps ?», qui est absolument passionnant, dans lequel il évoque que en fait, le premier outil de santé, c'est le jeûne. Ça a existé avant que l'être humain arrive sur la Terre, puisque tous les mammifères jeûnent, que tous les nourrissons, avant qu'on leur dise « si, vas-y, mange pour guérir », ne mangent pas quand ils sont malades, etc. etc. Donc c'est un type absolument passionnant, qui, on est jeudi, qui joue au tennis, qui est classé, qui a 65 balais, et qui ne mange qu'une fois par jour, avant d'aller se coucher, que des produits crus. Et il répète à qui veut l'entendre, il ne faut pas, ou il faut, ce sont des mots que je n'emploierai jamais, moi ça me va pour moi. En revanche, il a des points de vue super intéressants, des histoires super intéressantes, bon, je vous en dis juste une par exemple. En Russie, ils ont les médecins officiels russes ont aidé les pompiers qui avaient été irradiés à Tchernobyl à nettoyer les traces de radiation et enfin j'y connais rien, mais enfin à se nettoyer par le jeûne. Parce que le corps est intelligent et en fait nettoie en premier tout ce qui ne fonctionne pas, les cellules déficientes et les corps étrangers, etc. Voilà, donc ça sera en février, mars, avril, mai. Et puis après, vous pourrez trouver le programme à l'entrée du magasin ou sur notre site internet à Béliard. Ah ben non, je suis bon. Et voilà, je crois que tous les gens qui sont là ont ce qu'il faut, ou sinon j'ai pris les mails, ou donnez-les-moi si je ne les ai pas. Et puis, il y a le livre de Florence que vous pouvez acheter, qu'elle peut vous dédicacer, que je vous recommande vraiment chaleureusement. Moi qui ne suis pas du tout scientifique, je l'ai dévoré. C'est super intéressant. Et ça permet de mieux comprendre ce que c'est que cette frontière entre le visible et l'invisible. Ce qui fait qu'avant d'être dans la matière, les choses sont dans l'énergie ou dans le mental, dans l'émotion, enfin bon. Et que grâce notamment à la caméra GDV que Florence utilise et qu'elle peut utiliser pour vous dans son cabinet qui est là. Moi je le fais régulièrement, je suis allé la voir la semaine dernière, je suis reparti avec un son bineuronal. Ça permet de faire un bilan énergétique, de voir, c'est un outil préventif et prédictif pour voir si tout va bien d'un point de vue physique mais aussi émotionnel. Et en fonction de tous les paramètres que la machine a capturés de votre personne, elle élabore une fréquence vibratoire qui vous est délivrée sous forme de sons binauraux et d'eau informée. Et donc vous recevez un soin fréquentiel et informationnel. Qui change à chaque fois. Ah oui. Nous ne sommes jamais les mêmes. Sur mesure. Si je suis en pleine forme ce soir. Bon, blague à part, c'est vraiment un truc super. Et voilà. Merci beaucoup d'être là. Et puis, au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Et si je n'ai pas vos mails, n'hésitez pas à vous les donner. J'ai la plupart des mails. Merci beaucoup, Florence, d'avoir démarré ce cycle.